Pour me présenter brièvement, je suis ingénieur de formation et j'ai travaillé d'abord dans des entreprises françaises et j'ai eu la chance d'intégrer General Electric dans les années 2000 et j'ai travaillé dans l'ingénierie, j'ai travaillé dans les projets, les programmes et j'ai été marqué par une culture extrêmement forte chez General Electric de dépassement collectif. On a sorti des produits et des programmes. J'ai jamais vu ça auparavant dans les entreprises françaises dans lesquelles j'étais. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que cette entreprise-là, à ce moment-là, a réussi à fédérer ses équipes et à produire des produits, j'étais dans le domaine médical, qui ont sauvé des vies, qui ont développé une dynamique d'excellence, on va dire, opérationnelle, que ce soit sur des projets ou en production. Donc depuis, je cherche à reproduire ces clés d'excellence au sein des équipes et aussi au sein des processus. Donc aujourd'hui, au sein du MEDEF, j'interviens dans la commission qui donne le prix Excellence Opérationnelle France. Donc je dis tout type d'entreprise pour voir quel est le niveau d'excellence opérationnelle, à la fois au niveau des méthodes, mais aussi au niveau du leadership et de la culture. Donc merci pour cette invitation et avançons. Pour avancer, la première étape pour moi, c'est de démarrer par le pourquoi. Démarrer par un pourquoi qui va vraiment engager une énergie qui va être différente qu'un pourquoi purement financier. Évidemment qu'on a besoin d'une conséquence financière. Avec la concurrence et la compétition, on n'a pas le luxe aujourd'hui de se faire plaisir, entre guillemets, à améliorer. Mais allons voir ce conférencier américain qui s'appelle Simon Sinek, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. C'est un conférencier qui a écrit un livre qui s'appelle « Démarrer par le pourquoi », expert en marketing, anthropologue de formation, donc très intéressé par la dynamique humaine. Sa vidéo TED, je ne sais pas si vous connaissez TED, c'est un site de conférence qui est très connu, c'est, je pense, la 6e ou la 7e top vidéo TED, plus de 20 millions de vues. Donc j'ai fait un extrait, parce que les vidéos TED, c'est 18 minutes. Mais je vous invite à voir la vidéo TED si ce court extrait vous plaît. Je t'invite maintenant, Eric, si c'est possible, à mettre cette vidéo, et on va en reparler. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? All the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. Et quand Simon Sinek dit « People don't buy what you do, they buy why you do », ce qu'ils achètent, c'est aussi nos collaborateurs, nos employés. Ils achètent une démarche. Quelque part, on vend beaucoup dans notre journée. On vend notre conviction, on vend notre envie d'y aller. Alors pourquoi je le cite? Parce que déjà, ça donne de la légitimité. Et il y a beaucoup d'entreprises qui reprennent cette légitimité. Alors souvent, les gens me répondent « Oui, mais j'ai déjà vu la vidéo, c'est une évidence, démarrer par le sens, la finalité. » Alors du coup, je pose la question « Mais est-ce que vous le faites au quotidien? Est-ce que tous les jours, quand vous démarrez une réunion, quand vous abordez un nouveau sujet, un nouveau projet, vous démarrez vraiment par ce pourquoi? Est-ce que vous le remettez sur la table ?» Et je prends cette métaphore du tailleur de pierre, un conte du Moyen-Âge, l'histoire de ce roi qui se promène et qui rencontre un premier tailleur de pierre, qui n'est pas celui qu'on voit sur l'image, un premier tailleur de pierre qui travaille dur sur sa pierre, qui a de la difficulté
à tailler sa pierre, qui souffre, qui a l'air vraiment avoir des difficultés. Le roi lui pose la question, mais qu'est-ce que vous faites, mon brave? Le tailleur de pierre lui répond, vous voyez bien, mon roi, je taille une pierre et c'est difficile. Le roi poursuit son chemin, et un peu plus loin, il voit un deuxième tailleur de pierre qui a l'air un peu plus léger, qui a l'air d'avoir un peu plus de plaisir à sa tâche. Le roi lui pose la même question, mais qu'est-ce que vous faites? Le tailleur de pierre lui répond, je construis un mur. Et il montre un mur un peu plus loin qu'il est en train de construire. Il fait sa pierre, mais déjà il est en train de construire le mur quand il fait sa pierre. Et un peu plus loin, il voit un troisième tailleur de pierre. Il lui pose la même question. Ce tailleur de pierre a l'air différent. C'est celui qu'on voit sur l'image. Il aime son travail, ça rayonne, ça transpire autour de lui. On voit que c'est un maître d'œuvre. Ce qu'il fait, c'est de l'art. Il lui pose la même question et il lui répond, je bâtis une cathédrale. Il n'y a pas de cathédrale, mais quand il taille sa pierre, chaque instant, il est dedans. L'excellence opérationnelle, c'est l'opportunité d'amener ça dans notre organisation. Les outils que vous allez mettre en place, c'est l'opportunité de mettre plus de sens et de finalité. Et plus ce pourquoi va toucher en termes d'espace, plus de dimensions, en termes de personnes, plus de personnes, et en termes de temps, c'est pas pour 1 an, c'est pour 10 ans, pour 20 ans, plus ça va avoir d'impact. Donc voilà, démarrer par un pourquoi, c'est une remise en cause quotidienne qu'on construit avec les équipes. Mon pourquoi, c'est pas le vôtre, c'est pas ceux de vos équipes. Donc travaillons sur ce pourquoi collectivement et profitons de ces démarches pour cela. Enfin, je voudrais vous présenter pourquoi l'excellence opérationnelle, parce que souvent c'est considéré comme un prérequis. Sans excellence opérationnelle, une entreprise comme la vôtre, à votre taille, ne peut pas être compétitive sur son marché. C'est pas possible. Aujourd'hui, dès qu'on dépasse 5000, 10 000 personnes, toutes les entreprises ont déjà mis en place ce type de démarche. Donc c'est un prérequis à la compétitivité. Ça va apporter à la fois au niveau opérationnel, au niveau financier des résultats. Je vous ai préparé une vidéo qu'on n'aura pas le temps de passer, mais qui sera mise à disposition de 6 minutes, qui vous donne des exemples. Qu'est-ce que ça donne dans l'industrie? On voit l'exemple de Boeing, qui en 2000-2005 a mis en place, a fait avancer ses avions, et on voit un exemple en production industrielle. Ensuite de Toyota, très bref. Dans une organisation non gouvernementale, comment est-ce qu'ils appliquent les principes de Toyota dans un domaine qui n'a rien à voir avec ça, dans l'alimentaire, mais comment est-ce qu'ils transposent? Enfin, dans la logistique. Comment ça se passe dans un entrepôt Amazon? Comment les robots, puisqu'il y a en moyenne 2 robots pour un employé chez Amazon, comment est-ce qu'ils ont mis ça en place? La photo qu'on voit là, c'est le camion d'Amazon. À l'intérieur, vous voyez comment les colis sont mis les uns à côté des autres, comment c'est optimisé à ce niveau-là. Ensuite, on va voir la construction. Un exemple en Chine, ils sont capables de construire 3 étages par jour. Donc un immeuble de 60 étages, c'est 20 jours. C'est marquant, hein, parce qu'ils ont tout aligné entre la construction et le développement au niveau industriel. Et enfin, en termes de finances, on parle souvent d'agilité. Au niveau de l'informatique, ben, c'est capable de développer des équipes aussi agiles. Tout ça, ce sont des exemples de déclinaison. C'est pas parfait, mais en tout cas, c'est la promesse qui est faite. Attention, ce que l'on promet n'engage que ceux qui y croient. Hein. Donc l'excellence opérationnelle vous propose de gagner un fort retour sur investissement. Ensuite, la deuxième dimension, c'est que c'est un précurseur. On a souvent opposé l'excellence opérationnelle à l'innovation. Je distingue ce qu'on appelle l'invention, les idées de l'innovation qui nécessitent un process d'industrialisation, de mise en œuvre pour pouvoir concrétiser nos idées. Et bien en fait, j'ai d'ailleurs travaillé beaucoup avec la SNCF là-dessus, comment on peut concilier excellence opérationnelle et innovation de manière cohérente. Donc c'est toute une première dimension. On parle par exemple de Lean Startup. Le Lean est une des démarches d'excellence opérationnelle qui existe. Donc on parle de Design Thinking. Vous pouvez concilier les deux, c'est pas antinomique, c'est même complémentaire. Enfin, la robotisation ne peut pas se faire, ainsi que la digitalisation, si vous n'optimisez pas vos processus et vos modes. Sinon, vous allez automatiser des gaspillages et des pertes. Et vous n'allez pas être compétitif. Ça va vous coûter très cher. Donc c'est un précurseur à l'automatisation, que ce soit dans les industries automobiles ou toutes les entreprises. Par exemple, j'ai le témoignage de Cuisine Schmitt, qui est un groupe en croissance, qui est un des groupes les plus robotisés de France, reconnu par le MEDEF, justement sur la dimension managériale, digitalisation et robotisation. Ils disent l'excellence opérationnelle, sans ça, nous n'aurions pas pu robotiser et aujourd'hui offrir à nos clients une expérience très différente. La digitalisation, vous avez l'exemple d'un technicentre SNCF, ici, qui n'aurait pas pu digitaliser. Certains technicentres sont vraiment avancés en termes de maintenance. Et l'exemple qui est là, c'est comment toutes les procédures ont pu être automatisées avec un gain de temps énorme. Donc, prérequis, précurseur. Ensuite, je présente systématiquement cette page pour nous ramener à la réalité. C'est beau les promesses, c'est mieux quand on sait ce qui fait que ça marche et que ça ne marche pas. Parce que la réalité, c'est que la
plupart des démarches ne tiennent pas. Une étude en 2007, qu'on voit ici en haut à droite, démontre, ça a été fait par les experts du Lean, que 98% des démarches ne tiennent pas leurs objectifs au bout de 3 ans. L'exemple cité par Mathieu en industrie, que je ne vais pas citer, est un des exemples qui tombe dans ce cas-là. Et on voit beaucoup d'entreprises qui vivent cela. 24% des démarches ont quelques résultats, mais pas du tout ceux qu'on imaginait, donc c'est entre 30 et 70% des attentes. Et surtout, 74% des démarches n'ont aucun résultat au bout de 3 ans. Vous avez investi, la frustration est énorme, et quand vous lancez une autre démarche derrière, on vous dit « Tu te rappelles la démarche d'il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans ?» T'oublies, hein. Donc c'est l'effet opposé à celle-là. Alors ce qui est intéressant, c'est de ne pas s'arrêter là. C'est de comprendre qu'est-ce qui fait que cette démarche a réussi ou pas. Et vous avez 3 clés que je vais approfondir. La première, c'est le non-engagement des décideurs et des dirigeants. C'est-à-dire, c'est non relié aux top priorités de l'entreprise. On a eu la présentation de la présidente qui dit que clairement, c'est un objectif clair par rapport à l'entreprise. Maintenant, ça doit être décliné à chacun des niveaux. Non en adéquation avec votre culture d'entreprise. C'est quoi votre culture d'entreprise? L'exemple que j'ai cité de General Electric, Jack Welch, le PDG à l'époque, était totalement aligné avec cette démarche. Quelle est votre démarche à vous? C'est quoi votre culture? Comment? C'est l'occasion de capitaliser sur notre culture. Enfin, un manque d'exemplarité des principes d'excellence. On ne peut pas être parfait, mais est-ce qu'on appuie sur un bouton et on attend les résultats, ou est-ce que soi-même on a envie de s'impliquer dans cette démarche? On va voir. Une des dimensions, c'est la résolution de problèmes, la remontée des irritants. Est-ce que moi, à mon niveau, j'accepte que les problèmes remontent pour que je les traite et pour qu'on grandisse ensemble? La deuxième dimension, c'est la non-appropriation par l'organisation et par le système. Souvent, c'est fait d'abord par des experts externes, qui viennent d'une autre culture. Souvent, on cite Toyota, je vais y revenir. Vous n'êtes pas Toyota, vous n'êtes pas japonais. Donc, comment est-ce qu'on fait dans notre culture pour nous approprier ça au niveau de notre management? Donc ça, c'est la deuxième, vraiment, raison. La troisième, c'est le non-dépassement du paradoxe performance-bien-être. Nous le savons bien, les IRP disent que ces démarches-là se font au détriment des collaborateurs. C'est faux. Et j'en suis absolument convaincu. C'est une opportunité extraordinaire pour les collaborateurs de faire remonter les idées, les problèmes et qu'on puisse enfin les résoudre. Je vois de plus en plus de cas où les délégués du personnel, les membres du CE viennent me voir. Ah, ça faisait 3 ans qu'on demandait ça. Enfin, on a l'occasion de le faire remonter. Parfois, je travaille avec des cabinets qui sont des conseils de syndicats qui viennent aussi témoigner dans des environnements plus neutres, comme à l'École Centrale Paris, où ils viennent témoigner de « oui, on a en fait la même attente, mais on ne sait pas comment la formaliser ». Et on va y revenir. Donc les 3 clés, c'est l'amélioration continue et l'amélioration continue de terrain. 2 témoignages pour corroborer ça. Le premier, c'est Jeffrey Liker, un des pontes du Lean qui a écrit le plus de livres sur le Lean. Il a dit il faut un système de valeurs, pas juste un système de valeurs du point de vue du client, mais un système de valeurs. Quelles sont nos valeurs fondamentales qu'on veut transmettre? Deuxième témoignage, Glenn Ballard, c'est le référent du Lean dans le domaine de la construction qui s'y est mise. Il a écrit un livre de référence, la moitié du livre, c'est que la dimension culturelle. Comment est-ce qu'on fait pour embarquer les gens? Donc la clé, elle est là. Comment est-ce qu'on va faire, non pas pour développer notre expertise, mais pour que l'expertise, elle se combine et elle se marie avec notre propre culture, nos propres expertises. Ça vous parle jusque-là? Continuons. Alors je vais voir chacune des clés. La première clé, c'est l'amélioration. C'est une erreur de croire qu'on va continuer à s'améliorer sans rien faire. Et ça, la plupart des gens rentrent dans ce fantasme, moi en premier par moment, si je continue pas de travailler mes études d'ingénieur, je reste bon dans mes études d'ingénieur. Non, ce que j'ai appris il y a 20 ans dans mon école, j'ai tout oublié parce que je ne l'ai pas pratiqué. Donc que ce soit en interne ou en externe, le marché qui nous challenge, ou en interne, les machines qui s'usent, on le voit bien au niveau de la maintenance, mais c'est pareil, nos compétences, nos techniques, nos expertises, on les oublie aussi. Donc il faut y revenir. Et il y a 2 moyens d'activer cela, il y a 2 pourquoi. Il y a un pourquoi à gauche ici, qui est basé sur la souffrance. Si on ne fait rien, on n'est pas compétitif et on ferme boutique. Ça, c'est ce qu'on appelle brûler les bateaux pour avancer. Et des fois, on en a besoin parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça pour se bouger. C'est le médecin qui vous dit, si vous continuez à manger comme ça, si vous ne changez pas votre style de vie, dans 1 an, il y a des chances que vous ne surviviez pas. Ça va faire bouger certaines personnes. Cette énergie-là, elle peut être utile, mais elle ne dure pas longtemps, elle brûle au bout d'un moment. Et c'est important d'aller vers une autre énergie, qui est l'envie de réaliser quelque chose de grand à plusieurs. Si vous arrivez à capitaliser sur cet autre pourquoi, vous allez avoir une énergie qui est très différente. À l'exemple de Christophe Colomb, si on veut découvrir de nouveaux rivages, il faut d'abord quitter l'ancien monde. Donc l'Europe peut continuer d'aller de l'avant. Deuxième comment. Le deuxième comment, c'est celui de l'amélioration continue.
nous sommes très forts dans les entreprises pour lancer des démarches, des programmes. Du coup, nous habituons les collaborateurs à être dans ces formats de démarches, de projets, de programmes. Et c'est très bien, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'on va s'habituer à avoir, tiens, on a un programme, ah super, ça marche. Et après, ah oui, mais tu comprends, il y a un autre programme, on va basculer sur une autre priorité, on va oublier avant. Et la plupart des entreprises fonctionnent comme cela. Il n'y a pas de gêne par rapport à ça. Mais dès qu'on démarre le programme, il faut penser à comment je le fais de manière continue. Et je vais citer un autre référent en management qui est très connu, Stephen Covey. Son livre « Les 7 habitudes des gens efficaces » a eu plus de 20 millions de tirages. Une sacrée référence. Je vais citer juste sa première bonne habitude, qui est pour moi la référence dans le domaine de lancer un programme. Il parle du cercle d'influence et du cercle des contraintes. Nous avons tous un cercle d'influence sur lequel nous pouvons agir et un cercle des contraintes autour de nous sur lequel nous ne pouvons pas agir. Ah tiens, le gouvernement a décidé de lancer ce programme de comité d'action publique 2022 où il fait faire du lead management partout. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est le cercle des contraintes, on ne peut pas agir dessus. Et nous connaissons tous dans notre environnement des personnes qui râlent, qui se plaignent. Est-ce qu'on a envie de travailler avec elles? Est-ce qu'on a envie d'aller les voir? Non. Parce que comme l'a mesuré Stephen Covey, leur taux de réussite est de 9% à ces gens-là. Et c'est ok, on le fait tous un peu de temps en temps. Ah, ben si c'était plus simple à l'école, si mon ami s'était levé plus tôt, si... Non, ça sert à rien, on perd notre énergie. Au contraire, est-ce qu'on peut se focaliser sur notre cercle d'influence? Comment est-ce que je peux voir les choses différemment? Comment est-ce que je peux aller benchmarker? À qui je peux aller poser la question? Pourquoi on va faire ça? Plus vous allez vous poser ces questions-là avec vos équipes, plus il y a de chances que vous reveniez au centre du cercle. Et si on revient sur les cercles de Simon Sinek, c'est le pourquoi et le comment au centre. Plus vous allez revenir sur le pourquoi et le comment et vous allez travailler en équipe, plus il y a de chances que vous y arriviez. C'est Marc Aurèle qui a très bien résumé cette idée. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, mon cercle d'influence. La sérénité d'accepter ce que je ne peux changer, mon cercle de contraintes, et la sagesse de distinguer les deux. Donc ça, c'est la deuxième recommandation que je donne. Enfin, la troisième, qui est le cœur et la définition pure de l'excellence opérationnelle pour moi, c'est le fait de remonter les problèmes et de les résoudre. Ça part du terrain. Le gain, il n'est pas forcément dans des grandes initiatives. Il est dans toutes les idées, dans toutes les valeurs, dans toutes les expertises du terrain qui aujourd'hui ne sont pas forcément formalisées, n'ont pas le moyen de remonter le fameux bottom-up qui était cité tout à l'heure. Et nous connaissons peut-être, je ne connais pas suffisamment votre culture dans votre entreprise, ce que j'appelle l'indicateur pastèque. Ah chef, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Tu m'as dit qu'il fallait que j'atteigne les gains, j'atteins les gains. Et à l'intérieur, comment il faut que je fasse pour avoir les gains? Ça, c'est, dans la plupart des entreprises, je vois certains managers, il n'y a pas de jugement parce qu'on est tous sous pression, qui disent à leurs collaborateurs, bah, t'es manager, pour gérer des problèmes, tu ne me les remontes pas. Il y a tous les moments où on n'arrive pas à gérer la charge, à gérer la pression, et on peut passer dans ce mode-là. Alors j'aimerais pour cela vous raconter l'histoire de Numi. Numi, c'est une joint venture entre Toyota et General Motors, qui a été créée dans les années 80. Un site de General Motors, le plus mauvais site de General Motors, basé en Californie, à peu près 2000 personnes, construction automobile, avait des résultats déplorables. Toyota a proposé une joint venture et de prendre le management de cette entreprise. General Motors leur a dit, faites-le, mais on vous conseille un truc que vous devriez absolument faire. Ils dealent de la drogue, ils se tapent dessus, ils se crient dessus, vous devriez virer tous les chefs d'équipe, tous les responsables de prod. Toyota a dit, on va voir. Donc Toyota a pris le lead, ils ont viré personne, et General Motors observait, ils voyaient tous les mois les indicateurs de production qui baissaient, ils se disaient, on leur avait bien dit, ils auraient dû virer les gens, ils ne l'ont pas fait, ça se dégrade, on va bientôt fermer. Et au bout de 6 mois, la courbe s'est inversée, et de manière exponentielle, les gains ont monté. Au bout d'un an et demi, c'était la meilleure usine du groupe. Alors General Motors est allé benchmarker. Tous les bataillons de General Managers de General Motors sont arrivés, ils se sont dit, c'est quoi les nouveaux outils, c'est quoi ce qu'ils ont mis en place, c'est quoi les nouveaux systèmes informatiques, ou tout ça, ils ont essayé de comprendre. Aucun nouveau système, sauf un outil. Vous voyez difficilement là, on ne le reconnaît pas, il faut voir la vidéo de 6 minutes que j'ai présentée tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle une corde, qui est au-dessus de la ligne de production, dans l'usine automobile. Vous avez à peu près une voiture qui passe toutes les minutes. C'est ce qu'on appelle le métronome, le takt time. Et quand l'opérateur a une difficulté, il peut appuyer sur une corde, ce qu'on appelle andon en japonais. Et quand il tire sur la corde, son chef d'équipe a 1 minute pour résoudre le problème. Si le chef d'équipe n'arrive pas à résoudre le problème en 1 minute, le responsable de l'atelier vient et a aussi 1 minute pour résoudre le problème. Et si dans les 2 minutes, ils n'ont pas résolu le problème, toute l'usine s'arrête. Pendant 6 mois,
Toyota a eu un seul objectif, de faire comprendre à tout le monde que le plus important, c'était d'arrêter la prod quand il y avait un problème. Le plus important pour toute l'usine, c'était ça. Et ils ont expliqué, on a mis 6 mois à leur expliquer, attention, tu ne vas pas être sanctionné, tu ne vas pas être viré si tu as remonté le problème. C'est que ça. Il y a un business case qui est fait, il y a une étude de cas qui est faite là-dessus, je crois à Harvard, qui le détaille très bien. Et en fait, ça consiste à quoi? C'est un principe que les IRP ressortent systématiquement, et j'adore quand ils le ressortent, je dis vous avez tout à fait raison, et on est absolument en phase. C'est ce qu'on appelle les sciences du travail. Les sciences du travail, il y a une chaire de psychosociologie du travail et de stress au travail qui a été développée au CNAM, qui est mondialement reconnue par Yves Clos et Christophe Dejour, qui parle de l'écart entre la réalité, ce que l'on constate sur le terrain, et l'attente que l'on a par rapport à un objectif. Et il y a toujours un écart entre les deux. Il y en aura toujours un. Fukushima est là pour nous le rappeler. Quand on met ceinture et bretelles, il faut encore mettre le parachute. C'est pas suffisant. Et il y aura toujours des écarts. Mais quand il y a cet écart, ce qu'il faut, c'est pas négliger l'écart, mais avec fermeté. On veut vraiment avancer et bienveillance. On va regarder l'écart ensemble pour pouvoir le résoudre. Ça, c'est la clé qui fait changer la dynamique. Et c'est là où les gens vont vous attendre à chaque niveau. Et c'est là où il va falloir y avoir une vraie différence. Comme le dit Einstein, si on change pas si on n'insiste pas là-dessus, ça ne remontera pas et les gens n'y croiront pas vraiment. L'exemple que tu as cité en industrie, c'est là où il y a eu un écart. Et je suis allé chez PSA dans les années 2010, où je déployais une des démarches d'excellence opérationnelle, et ils ont essayé de déployer l'exemple que tu cites, Mathieu, les standards d'une usine à une autre. Donc ils prennent Poissy et ils vont à Aulnay. Ils disent, c'est évident, on est en train de faire ça à telle étape du process, on peut très bien le faire dans l'autre usine. À votre avis, quel est le pourcentage de déploiement des standards ou des modes opératoires d'une usine à une autre qui fait exactement la même activité? Quand vous arrivez et vous dites, voilà ce qu'ils font dans l'usine A, on vous propose de faire pareil. Imaginez, vous êtes dans d'un de vos ateliers. On vous dit, tel autre atelier, il fait comme ça, faites pareil. Quel est votre taux de réussite? Donnez-moi un chiffre. Entre 0% et 100%. 10%, c'est exactement ça. Officieusement, 10%, officiellement, 20%. Pourquoi? Notre première réaction naturelle, ah oui, mais chez nous, c'est différent. Oui, et c'est vrai. Et si on ne prend pas ça en compte, on ne va pas pouvoir faire la transformation. Donc voici les 3 clés du comment qui sont importantes pour moi. Enfin, un peu d'histoire. C'est quoi l'excellence opérationnelle dans l'histoire? Alors je commence par le milieu. Parce que dans le milieu, on cite souvent nos amis japonais. Et puis des fois, alors les syndicats sont très forts, ils remontent à Taylor. En disant, évidemment, c'est du taylorisme à l'état pur. Segmentation verticale, horizontale du travail, mécaniste, Charlie Chaplin, les temps modernes, stress, et j'en passe. Mais il ne faut pas oublier que Ford, quand même, qui est le premier à avoir appliqué vraiment Taylor, dans les années 1910, ce qu'il a construit en termes de production de véhicules, il a fallu attendre l'effort de guerre 30 ans après pour arriver au même niveau. Donc, c'est indispensable de passer par cette phase de révolution industrielle. Ensuite, il y a eu Toyota, je ne vais pas détailler. Il y a eu les systèmes de production. Alors, le terme lean, qui veut dire, chez les syndicats, maigre. Chez ceux qui adorent le lean, mince. Il y a toute la différence en français est là, pour moi. Est un mot pas japonais. Les Japonais ne font pas du lean, ils font du Toyota Production System. Donc, vous avez aujourd'hui différentes déclinaisons. Et heureusement que l'Europe est arrivée avec le FQL pour un peu rééquilibrer nos Américains qui ont déployé ça et les Japonais qui ont déployé l'autre démarche. Donc je vais brièvement vous les présenter après, parce que ce qui m'intéresse dans cette page, c'est pas aujourd'hui, c'est avant le XXe siècle. Le lean, l'excellence opérationnelle, et d'ailleurs j'ai une vidéo qui le démontre, n'a pas été inventé par Toyota. McDonald's a mis en place du lean avant Toyota, il y a un film de fondateur qui le démontre, qui est très amusant par rapport à ça, mais surtout avant, les grandes civilisations, les grandes organisations l'ont mis en œuvre. Ramsès II, bataille de Kadesh, moins 1274 avant Jésus-Christ. Ramsès II, c'est Abou Simbel, c'est les grandes statues, c'est un des plus grands, voire le plus grand roi africain. 50 écuries, mode totalement excellence opérationnelle. Moins 240 avant Jésus-Christ. Les Romains étaient cantonnés sur leur péninsule. C'était Carthage qui maîtrisait la Méditerranée. Un jour, un vaisseau carthaginois s'est échoué sur une plage romaine. Les Romains ont découpé en rondelles le vaisseau et en 3 mois, ils ont construit 300 vaisseaux de guerre. Ils sont devenus les maîtres de la Méditerranée. Empire vénitien romain au XIVe, XVIIe siècle, c'est très connu. C'était un empire marchand. Les forts Vauban, sous Louis XIV, c'est pas Vauban qui a fait tous les forts, il y en a une centaine. Toutes ces organisations, civilisations qui étaient certes plus militaires à l'époque,
ont toutes eu un pourquoi énorme. De développer une civilisation, de redorer l'Égypte. General Electric avait un pourquoi énorme. Toyota avait un pourquoi énorme. Fin de Seconde Guerre mondiale, on est explosé, on est humilié. On veut développer une entreprise qui est flexible. Ils ont attendu 30 ans les chocs pétroliers pour que les États-Unis reconnaissent que les Japonais sont bien meilleurs qu'eux et qu'ils ne copient pas. Donc j'en reviens à mes questions. Quel est notre pourquoi? Qui fait qu'on veut être fier d'avoir montré qu'une entreprise publique comme la nôtre peut être hyper compétitive et peut montrer la voie. Ça pourrait être ça, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le nôtre là, c'est celui de toute une organisation. Et l'excellence opérationnelle, c'est une opportunité extraordinaire pour aller là. Surtout quand on écoute le mot de la présidente. Quand on regarde l'ensemble des démarches, là j'en présente 7, mais il y en a des myriades. Même à l'intérieur de la même entreprise, vous n'avez pas les mêmes démarches. Et souvent, malheureusement, ces démarches sont assez dogmatiques et elles se tuent les unes les autres. J'arrive chez Alstom, ah, ici on fait du Six Sigma, on ne fait pas du Lean. Et alors? J'arrive chez PSA, ah, ici on fait du Lean, on ne fait pas du Six Sigma. Ah bah. Toutes les entreprises, à un moment, vont se dire « ma méthode, c'est la meilleure ». Donc, ayons cette ouverture pour se dire ce qui compte avant tout, c'est les résultats, le fait que les équipes prennent et trouvons des ponts. Finalement, il y a deux tendances dans ces démarches. Il y a une démarche plus projet, à gauche, plus processus transverse, qui va avoir des référents externes. Et il y a une démarche plus organisationnelle, managériale, qui va plus faire évoluer notre organisation, la rendre plus flexible, plus agile. Pour en citer parmi les plus connus, le Lean Six Sigma, qui est une démarche projet, qui est pas mal par exemple utilisé à la SNCF, le Lean Manufacturing, ce qu'on appelle le Toyota Production System, qui est cité avant, le Lean Management, qui est une démarche organisationnelle, et je vais vous donner des exemples par rapport à ça, les démarches ISO évidemment, de qualité, d'environnement et autres, aussi de maintenance, hein, il y a énormément de normes, ça c'est une démarche plus projet, le FQM que vous mettez en place avec vos assesseurs, le World Class, un système de management global qui reprend l'idée du Toyota Production System, mais en mettant tous les piliers et toutes les fonctions d'ingénierie, de stratégie, de RH, de finance. Et enfin, l'agilité, qui est une démarche plus informatique à l'origine, mais qui commence à se déployer. Tout le monde veut être agile aujourd'hui. Toutes ces démarches, c'est de l'excellence opérationnelle. La différence, c'est que là, vous avez plus des référents externes. Ici, vous avez plus des référents internes. Si vous faites qu'un côté, vous êtes fini. Il faut les deux. Et ça, je l'ai découvert parce qu'au début, chez General Electric, on faisait que ça. Ça ne marchait pas. Il a fallu mettre en place dans les rituels managériaux au quotidien comment tel manager va se l'approprier. Et quand vous faites que ça, si vous n'avez pas de projet, vous n'allez pas pouvoir attaquer le transverse. Donc il faut combiner les deux. Le besoin de transversalité, c'est qu'il va y avoir ces processus transverses sur lesquels agir. Alors maintenant, j'aimerais vous poser cette question, cette réflexion. Est-ce que pour vous, l'excellence opérationnelle, c'est un moyen ou c'est une vocation? Et pour moi, il y a un principe que j'appelle le principe d'excellence, d'équilibre et d'évolution, un principe que nous vivons tous au quotidien. Aujourd'hui, que ce soit pour notre démarche, pour notre entreprise, que ce soit pour notre expertise ou le fait d'être manager, les grands champions vont vous le dire, les grands artistes, les grands pianistes, les grands musiciens, mais aussi les grands sportifs mondiaux vont tous vous dire que on peut le faire une fois par an, faire du piano, on va pas beaucoup grandir. Mais quand on le fait une fois par semaine, on commence à juste maintenir un niveau. Quand on le fait 3 fois par semaine, pour ceux qui font du sport ici, quand vous faites du sport une fois par semaine, est-ce que vous vous améliorez? Non. 3 fois par semaine, ça commence à venir. Les grands sportifs, ils en font 8 heures par jour, tous les jours. Donc forcément, ils sont là. Et un manager, c'est pareil. Rappelons-nous, quand on était stagiaire, étudiant, quand on a fait notre premier boulot, aujourd'hui on est là. On se dit, mais avant c'était facile. Mais quand on était étudiant, c'était pas facile. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour grandir dans notre démarche? Si on voit la vocation de développer une démarche de performance, d'excellence opérationnelle, on va d'abord voir les avantages. Ce qui va distinguer pour moi le fait d'être attiré par cette démarche, de vraiment vouloir la mettre en œuvre, c'est d'identifier dès maintenant quel est le prix à payer. Tous. Quel est l'investissement qu'on veut y faire? Et ça peut être différent, et ça va être différent entre nous. Il y en a certains qui vont plus se sentir appelés que d'autres. Ça veut dire que tous les jours, je vais devoir me remettre en cause sur mon pourquoi. Je vais devoir remonter des problèmes et les résoudre. C'est pas simple. Mais si on le fait collectivement, on n'a pas la même énergie, la même dynamique. L'excellence, comme le dit Aristote, c'est pas une action d'un jour, c'est tous les jours. Qu'est-ce que je fais pour me lever par mon pourquoi? J'ai étudié énormément de grands leaders. Énormément, j'ai regardé leur biographie, comment ils parlent, comment ils pensent, que ce soit des PDG, que ce soit des experts dans le domaine social, leadership, ils commencent tous par le pourquoi.
Quand il y a un problème, ils reviennent systématiquement à leur sphère d'influence. Donc ça, c'est la deuxième clé. Et ils arrivent à inspirer ça. Écoutez un discours de Mark Zuckerberg, on en parle pas mal en ce moment, PDG de Facebook, vous verrez que avant, en janvier de cette année où il est remis en cause, il démarre tous ses discours par du pourquoi. Allez voir Elon Musk, que du pourquoi. Quand vous partez d'un pourquoi qui remue les tripes, je pose bien le terme, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Et c'est une discipline d'excellence. Enfin, pour revoir sous un autre angle ces deux dimensions, vous avez en physiologie notre hémisphère gauche qu'on associe souvent plus au rationnel, au logique, et notre hémisphère droit qui est plus l'intuitif, le relationnel. Les outils d'excellence opérationnelle, je vais vous donner 4 dimensions qu'on retrouve par exemple dans le Lean Management, mais qu'on retrouve aussi dans le FQM sous d'autres formes. D'abord, on va vous parler de clients. C'est ce qu'a dit la présidente. C'est quoi le focus? Qu'est-ce que ça va apporter à nos clients, que ce soit l'autorité, que ce soit nos usagers ou nos clients? Après, il y a le flux du processus en transverse. L'exemple cité dans l'industrie, c'était comment je réduis mon temps de traversée complet de 30 à 50%. Le troisième type d'outil, c'est les fameux animations intervalles courts, les tableaux de performance, les tableaux de pilotage. Et le dernier, c'est améliorer nos modes opératoires, nos standards, nos expertises. Si vous regardez chacun de ces outils, l'amélioration type PDCA, de Deming, la route Deming d'amélioration continue va vous dire il faut s'améliorer en continu sur ces outils. C'est une opportunité incroyable pour ne pas activer votre hémisphère gauche, mais aussi votre hémisphère droit au même moment. Quand vous allez parler de valeurs clients, vous allez parler des valeurs, des vraies valeurs, celles que vous voulez vraiment vivre, celles qui vous touchent profondément. Et il y a une science des valeurs qui existe, qui permet d'y aller avec des équipes. En termes de flux processus, figurez-vous qu'il y a une étude psychologique qui touche au flux psychologique. Et il y a une étude qui a été faite sur des PDG par McKinsey, sur 5000 PDG, qui démontre que les PDG vivent en moyenne 10% du temps un flux. Un flux, c'est un moment où, comme les grands sportifs le déclarent, parfois, on a l'impression d'être en dehors du temps et de l'espace, et que tout est fluide, tout se déroule. La productivité quand on est en flux augmente de 500%. On peut améliorer les process, hein. Mais s'il y a des moments, et on l'a tous vécu, ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 1 heure, un moment où on réussit un projet, on arrive à faire une présentation, on a un challenge, on le dépasse, collectivement on se dit « Waouh, c'est super, je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui ». Vous êtes capable d'identifier de plus en plus les paramètres qui vous mettent là et d'amener des équipes dans le flux. Ce qui compte, c'est que le processus soit en flux, mais que l'équipe aussi soit en flux et soit agile. Et de trouver ces critères-là, de rendre l'équipe autonome là-dessus, vous aurez des résultats énormes en termes de productivité. La troisième dimension, les tableaux de performance. Les tableaux de performance ne servent qu'à une chose, identifier les écarts pour les résoudre. Donc moi, la question que je pose quand on met en place des animations d'intervalle court, quand je pose à l'équipe, qu'est-ce qui va faire qu'à la fin de la journée, vous êtes fier de votre journée? Ou à la fin de la semaine, vous êtes fier de votre semaine? Vous allez comme ça fixer un indicateur pas trop facile, parce qu'autrement on n'est pas fier, et pas trop inatteignable qui va frustrer. Et l'équipe, à partir de ça, va faire évoluer cet indicateur. La dernière dimension, vous le voyez, comment on rend nos opérationnels fiers de leur métier. Ils le sont déjà, mais ils ne sont pas suffisamment valorisés. Et quand j'ai visité les usines Louis Vuitton, dans les années 2012, j'ai été marqué par toutes ces opératrices qui font ces beaux sacs. Et ce n'est pas des standards, ce n'est pas des modes opératoires. Elles appellent ça le beau geste. Le beau geste. Nos opérateurs font des beaux gestes. Et là, il y a une fierté. C'est le compagnonnage, le fait de faire des œuvres d'art. Voilà l'opportunité de relier notre hémisphère gauche, notre hémisphère droit, et les neurosciences démontrent aujourd'hui que ce n'est pas l'hémisphère gauche qui marche ou l'hémisphère droit, ils fonctionnent ensemble tout le temps par cet intermédiaire qu'on appelle le corps calleux au milieu. Donc faisons ce lien sur ces démarches-là, je peux vous garantir que la différence, vous aurez beaucoup plus de chance d'y arriver. Enfin, un dernier benchmark, un dernier concept avant d'aller sur les retours d'expérience que je souhaiterais partager avec vous. Quand les Américains ont découvert le Toyota Production System dans les années 80, ils ont appelé ça le Lean. Donc ici, James Owack et Tim Jones ont dit, ben voilà le savoir, voilà la machine qui a changé le monde. Ça, c'est ce qui a ouvert le Lean. Donc ils s'étaient intéressés sur le quoi. Ensuite, ils ont dit, ben tiens, c'est bizarre, mais ça ne marche pas aussi bien que ça, donc on va expliquer le comment. On va expliquer la manière de faire, comment vous faites sur le terrain, comment vous appliquez les outils. Ça, c'était en 2000. Puis en 2010, ils ont commencé à se dire, bah, ça marche toujours pas. Donc on va peut-être aller voir le talent Toyota, comment est-ce qu'ils font pour faire évoluer leurs collaborateurs, la culture, comment est-ce qu'ils font. Et le Toyota Kata, c'est-à-dire le coaching, vous savez, le kata, c'est des enchaînements de gestes dans l'art martial. C'est l'art du coaching du Toyota.
Bon, c'est bien, hein, pourquoi pas. Et là, les derniers livres qui sortent, et je me dis, bah, c'est bien, hein, ils l'ont enfin compris, mais ils ont mis 35 ans avant d'y arriver. Hein. Ils ont constaté que la culture Toyota, c'était une culture basée sur le leadership très particulier, qui est une culture japonaise, et nous ne sommes pas des Japonais, enfin, jusqu'à ce que je sache. Un Japonais, lorsque vous êtes dans le bâtiment, par exemple, vous faites un AIC, une réunion d'équipe le matin, et vous dites, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Quand tu finis la réunion, lui il va vraiment faire ça, lui il va vraiment faire ça, et lui il va vraiment faire ça. Donc l'obéissance et la discipline au Japon, c'est depuis le début, depuis l'école, ils ont appris ça, et c'est leur culture, et c'est très bien. Mais c'est pas la nôtre. Un chat ne fait pas des chiens. N'apprenons pas à voler. C'est pas pour nous, il y a des choses qui vont marcher. Mais il faut surtout saisir cette opportunité. Quand il y a quelque chose qui nous parle, on va le prendre. Mais quand ça ne nous parle pas, il ne faut pas le faire. Faisons pas cette erreur d'essayer de copier-coller des choses qui ne marchent pas. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que ça doit partir des gens avec cette inspiration des modèles qui nous parlent. Alors, premier benchmark que j'aimerais partager avec vous, c'est celui de l'OCP. L'OCP, c'est l'Office chérifien des phosphates. C'est le premier groupe industriel marocain que j'ai la chance d'accompagner depuis 7-8 ans par l'intermédiaire de l'école centrale aujourd'hui. Et c'est un groupe public, c'est pas un hasard, qui est passé en SA en 2008, c'est un autre débat, et qui a vécu une transformation. Alors c'est un groupe qui a une image énorme au Maroc. Ils en sont extrêmement fiers, 4% du PIB. Et ils ont lancé plusieurs démarches d'amélioration. Ils en avaient déjà lancé avant. Ils avaient fait de la TPL, ils avaient fait de la qualité totale. Mais à partir de 2008, j'ai voulu décrire, ils ont fait du lean management. Donc ils ont pris un grand cabinet de conseil et ils ont déployé le lean management de manière assez forte, on va dire, pendant 2-3 ans. Et ils ont eu des résultats. Ils ont monté la courbe. Et après, pouf, c'est retombé, très vite. Parce que le niveau d'exigence était très élevé et ça a été difficilement approprié en interne. Donc ils ont lancé une démarche en 2012, qui était mise en œuvre de l'OCP Production System. Donc ils ont mis un peu, là ils sont passés du coup du lean management, si je reviens à la page que je vous ai décrite tout à l'heure, très organisationnel, à un système world class qui intègre toutes les fonctions de l'entreprise. Donc vous ne faites pas que la qualité et le flux, qu'on voit dans le Toyota Production System, vous faites aussi la maintenance, vous faites aussi l'ingénierie, vous faites aussi les RH, la finance, vous traitez toutes les fonctions de l'entreprise. Et vous intégrez le HSE, la qualité. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'ils ont choisi un mode de déploiement intéressant. Ils ont pris les hors cadres, donc les ingénieurs qui pilotent 100, 200 personnes en maintenance et production. C'est une industrie de process, une industrie chimique et minière. Donc beaucoup de maintenance. La maintenance, c'est 50% de l'activité. Quand une installation tombe en panne, il y a énormément de personnes qui sont inactives. Et aujourd'hui, ils ont vraiment des résultats, mais ils sont dans les 24%. Ils ne sont pas dans les 2%. Ils se disent, ça n'a pas assez pris sur le terrain. Le mode de déploiement par formation-action, on prend 20 collaborateurs qui eux-mêmes vont le déployer, n'a pas été assez supporté par le système de management global. Et pourtant, il y a eu un sacré travail en 2012. Mais c'est quand même retombé. Pas totalement, mais c'est quand même retombé. Donc en 2017, ils ont décidé de relancer la démarche en rajoutant une démarche collaborative qui s'appelle le mouvement, qui n'est pas l'entreprise libérée, parce que c'est un bel idéal, mais on en est loin, en tout cas là-bas, et qui est plus comment est-ce que les gens peuvent proposer des idées et prendre de l'autonomisation sur ces idées-là. Donc ça, c'est un premier benchmark qui est de dire, je fais d'abord du lean management, je rajoute du world class management, et j'arrive à ce système de production, vous voyez là, qui a la maintenance, la production, la sécurité, santé, environnement, la qualité, le pilotage de la performance, qui est le cœur de l'étoile, qui est le système nerveux, qui permet de décliner la stratégie et d'identifier dans chaque site comment est-ce que je vais décliner mes objectifs, résoudre les problèmes, et les flux. Donc ils ont réussi à faire ce mélange entre le système organisationnel et le système transverse, avec des limites, mais avec quand même de bons résultats. Deuxième benchmark, Alstom. Pas la partie transport, la partie power. Donc là aussi, j'ai réussi à travailler avec eux. Alors chez eux où je suis arrivé, on m'a dit ah non, tu viens pas faire de lean, hein. C'est Six Sigma ici, et il ne faut pas faire de lean. Donc on a attendu que la personne qui était en charge du Six Sigma s'éclipse de la société pour pouvoir mettre en place du lean. Et ça, c'est des consultants, donc ils ont pris 3 cabinets de conseil, ils ont testé. Et en 2012, ils ont dit, tiens, on voudrait faire un peu de world class. Donc on a mis en place cette démarche, un peu comme celle de l'OCP que j'ai présenté avant, qui consiste à voir toutes les dimensions de l'entreprise. Donc ça a été déployé par usine. Et par usine, chaque usine s'est approprié la démarche, a identifié ses pertes, ses gaspillages principaux. Donc c'est des usines de 300 à 1000 personnes. Elle a mis en place cette démarche, tiens, chez moi, c'est le flux qui compte le plus, ou c'est les standards, pour toucher un peu tous les domaines de l'étoile, ou tous les domaines de la pyramide. Des résultats de bon niveau. Après, ils ont été rachetés par General Electric, on connaît la suite de l'histoire. Et surtout,
un changement culturel. Alors, je vais le détailler, c'était une démarche, donc c'est un groupe franco-allemand, c'était un groupe franco-allemand sur cette partie-là, et le corporate avait décidé de mettre les usines en compétition les unes avec les autres. Vous imaginez, c'est comme si on mettait les lignes en compétition les unes avec les autres. Tiens, je vais te donner ça si toi, tu es plus compétitif que l'autre. Donc il y avait un état d'esprit où il manquait beaucoup de confiance. Donc on a beaucoup travaillé la confiance entre le corporate, le central, au niveau des achats, au niveau de la production, du flux, du routage, pour le décliner au niveau de chacune des usines. Un changement culturel, de l'appropriation sur le terrain intéressante, des gains forts parce que quand une turbine qu'on livre à EDF a 3 mois de retard, ben, c'est 3 millions d'euros. Donc tout de suite, dès qu'on arrive à résoudre les difficultés plus rapidement, on gagne fortement. Et enfin, un témoignage encore au Maroc, un aciériste au Maroc qui a fait une transformation intéressante. Je ne vais pas en parler plus que ça parce que sa vidéo parle plus que mon propre témoignage. Il m'avait appelé pour faire du lean. François, à l'OCP, on s'est vu, viens faire du World Class chez moi. Je suis arrivé, j'ai vu que le constat, c'était pas ça. Je suis intervenu juste 10 jours, ils ont fait tout le travail eux-mêmes. Et regardons ce qu'ils ont mis en place. Je vous remercie de cette invitation. Mon ami François qui nous a accompagnés pendant un moment dans notre traversée du désert à Maghreb Steel. C'est le seul producteur d'acier plat au Maroc, avec une capacité d'1 million de tonnes. 1500 employés et 40 ans d'histoire. Donc c'était une entreprise qui était très prospère. Ils ont investi à peu près 600 millions d'euros dans un complexe de chaux, donc une aciérie et 2 laminoirs. Et ça s'est fait vraiment à contre-cycle. Donc la situation financière s'est vite dégradée. Le démarrage de l'unité est très complexe. Donc c'était une entreprise qui était à l'arrêt. Il y avait 0 trésorerie, pas de quoi acheter la matière. Toutes les unités qui étaient à l'arrêt. Si Maghreb Steel était défaillante, c'était une crise financière majeure pour le pays. Les actionnaires ont accepté un changement de management et donc l'arrivée d'une nouvelle équipe. On a vraiment repris tous les processus de la boîte et on a commencé à les structurer, à mettre au moins les bases, commencer à former les gens sur la maintenance, sur la résolution de problèmes, sur redéfinir les rôles et responsabilités de chacun. C'est la refonte du système RH. Sur les aspects managériaux, on a commencé par définir vraiment les valeurs de l'entreprise. Les valeurs nouvelles, celles qu'on voulait promouvoir. Et ce qui est bien, c'est que c'est ça qui nous a permis de traduire ces valeurs au quotidien dans les processus, les ateliers inspirationnels. Ça, c'était vraiment très important. Et c'était un élément sur lequel François nous avait beaucoup aidé. On était sur une mission qui dépassait de loin le cadre, la simple PME ou grosse PME que représentait Maghreb Steel. C'était un emblème pour le Maroc, parce qu'aujourd'hui, le Maroc a une vocation industrielle. Tout ça faisait que c'était quelque chose qui de facto nous transcendait. Ce qu'on appelait des ateliers inspirationnels, c'était vraiment comment se transcender à travers une mission qui nous dépassait tous et pour donner encore le maximum de soi. Et en août, on a eu une grève de 24 jours. Donc arrêt total des 2 usines. Fin août, ils ont repris le travail avec un engagement d'une paix sociale pendant les 5 prochaines années. Manifestement, ça n'a pas tenu. Donc de septembre à décembre, on a eu une grève perlée, pas mal de sabotage, réduction de cadence. Et le 19 décembre 2015, on a eu une grève sauvage. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés avec des barres de fer et ils ont chassé tous ceux qui voulaient travailler. On avait un management qui était complètement inexistant. Je rencontrais mes équipes dans des cafés, ils avaient peur. Entre les 2 grèves, on a vraiment travaillé sur la remise de la responsabilité, de l'estime de soi et compagnie. Donc pendant cette période, il y a eu vraiment une reprise en main des responsables. Quand on a eu la 2e grève, on a eu quand même 30% de grévistes qui sont sortis et les unités ont été pilotées par les cadres, par les gens non grévistes. Et l'ambiance aujourd'hui est festive. Et je pèse mes mots. Voilà, donc aujourd'hui les résultats de tout ça, c'est qu'on a eu un nombre d'accidents et d'incidents sécurité qui ont été divisés par 10. On a eu une augmentation des volumes de vente entre 2015 et 2016 de 37%. On a eu l'amélioration des coûts de transformation jusqu'à moins 40%. Augmentation des capacités de production. Voilà, il y a des unités qui ont quasiment doublé de capacité. On est passé d'un EBITDA sur 2014 de moins 156 millions de dirhams. Le premier semestre 2016, on est à plus 113. Donc il y a eu vraiment un changement spectaculaire. Voilà un témoignage qui montre que l'excellence opérationnelle, ça part d'abord des équipes, de ce qu'ils veulent vivre. Ce n'est pas votre cas, mais c'est un témoignage qui montre que parfois les problèmes ne sont pas forcément là où on veut, c'est un cas un peu extrême, mais qui montre ce que ça peut donner. Donc, je vous remercie pour avoir été attentif. Maintenant, le temps des questions-réponses. Eric, je te laisse piloter ça à votre service pour éclairer certains aspects. Merci. Merci beaucoup François. Donc, il y a une question là.
Qu'entendez-vous par mettre du lean à tous les niveaux? Pouvez-vous nous donner des exemples? Oui, si je prends l'exemple de l'AIC, l'animation intervalle court, le but c'est pas de la mettre qu'au niveau du terrain, au niveau des opérationnels, c'est de la mettre sur toute la ligne managériale. Parce que l'AIC, c'est pas juste le but d'avoir un reporting ou un indicateur, c'est de se retrouver. Le vrai pourquoi de l'AIC, j'utilise la métaphore du petit prince et du renard. Chapitre 21. Le petit prince rencontra le renard. Qu'est-ce que lui enseigne le renard? Comment on s'apprivoise? D'abord, tu me regarderas du coin de l'œil, et puis tu t'approcheras. Et après, le renard lui dit, mais tu t'es pas venu à la même heure qu'hier. Aujourd'hui, tu es venu à 3 heures, hier, tu étais là à 4 heures. Si je ne sais pas à quelle heure tu viens, je ne sais pas à quelle heure je vais pouvoir m'habiller le cœur. Il faut des rites. Un AIC, un vrai AIC, c'est de construire une équipe. C'est de se retrouver à la même heure, d'être avant, se dire ouais, ça va être super, on va passer l'AIC, on va avancer ensemble. C'est ça le vrai pourquoi. Je ne dis pas que c'est simple à y arriver, mais c'est ça le vrai pourquoi d'un AIC. Donc vous le faites au niveau du terrain, vous le faites au niveau du bottom management, middle management, top management. Si vous arrêtez un niveau, il y aura beaucoup plus de difficultés pour que ça se mette en œuvre. Et pourquoi vous le faites à chaque niveau? Parce que les problèmes doivent être escaladés. Et forcément, il y aura une phase d'ajustement. Au début, il y a trop de problèmes qui rentreront ou pas assez. Il faudra aller les chercher, les faire remonter. Pareil, escalader. Et puis montrer, même au niveau de la présidente, qu'il y a l'équivalent d'un AIC avec les problèmes qui remontent et qui sont traités et qu'on se dise les choses. C'est là où je dis le lean à tous les niveaux. Merci pour revenir à ce sujet fondamental. J'ai 2 réponses. La première, si je me permets de tutoyer ou de vous voyez, tu ne dois pas la faire. Est-ce que tu as envie de la faire? Et c'est incroyablement différent. Si je dois la faire parce qu'on m'a dit de la faire, il ne faut pas la faire. Il faut poser des questions pour avoir envie. Le pourquoi, il vient de l'envie. Il y a toutes les études sur la motivation démontrent aujourd'hui que si la motivation n'est pas intrinsèque, on n'aura pas du tout les mêmes résultats. Et là, je vous parle d'une motivation intrinsèque. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, les clés sont là. Les 3 clés qu'ils ont citées en 2007, alors les chiffres sont probablement pas les mêmes, mais je suis convaincu que les ordres de grandeur sont bons. C'est peut-être pas 2%, c'est peut-être 5% qui ont vraiment du résultat. La preuve, je suis convaincu pour avoir discuté avec des gens d'Apple, de Google, qu'ils sont excellence opérationnelle. J'ai vu Amazon, j'ai vu comment ils fonctionnent. Ils sont excellence opérationnelle parce qu'ils ont une culture extrêmement forte. Je ne dis pas qu'ils sont bien ou mal, mais ils le sont, sinon ils ne seraient pas à ce niveau-là. Et ils le sont parce qu'ils ont une culture forte derrière. Donc il y a peu d'entreprises qui sont dedans. Donc ma deuxième réponse, c'est de dire où est-ce que ça bloque sur ces 3 dimensions? Comment est-ce que c'est relié à ce qu'on veut faire dans notre culture d'entreprise publique, qu'on veut vraiment faire évoluer? Qu'est-ce qui nous touche? Et encore une fois, moi, je n'ai pas un pourquoi pour vous individuellement, mais de se poser cette question et de le faire en collectif à chaque niveau, le lean à chaque niveau, c'est quoi notre pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Ce qu'on a fait dans l'exemple d'Ariane, dans l'exemple de l'OCP, dans l'exemple d'Alstom que j'ai partagé, c'est vraiment de travailler. Et notre rôle, c'est pas de trouver un pourquoi pour les autres, même s'il faut donner une direction, comme la présidente l'a démontré. Notre rôle, c'est d'aider les gens à trouver leur pourquoi et de relier ces pourquoi. Et là, ça n'a pas du tout le même impact. Et ça, c'est un rôle managérial profond que l'exemple de Madeleine démontre. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Ok. Alors là, oui. Et le pourquoi, c'est pas les résultats financiers. Les résultats financiers, c'est une conséquence. Pourquoi c'est l'envie d'y aller? L'envie d'y aller parce que on va peut-être créer des ateliers de maintenance qui seront référents dans le monde du transport. Parce qu'on a créé ces lignes, le métro 14, la ligne 1, qu'on a automatisé, et qu'on veut continuer à le faire. Et qu'on veut montrer qu'une entreprise publique peut être super performante. Je ne sais pas, c'est moi de l'extérieur ce que je perçois, mais qu'est-ce qui va nous toucher? Et là, vous allez avoir une énergie qui va être différente. Au début, les gens vont vous regarder, mais c'est bizarre, j'y crois pas. Oui, mais plus vous allez y croire, et plus vous allez y croire collectivement, pas forcément tout le monde. Hein. Les études démontrent que dans ce type de transformation, il suffit d'une masse critique de 20 à 30% des gens pour y aller dans une équipe. Ce qu'on appelle l'équipe cœur, toutes les études sur le changement des mondes. Donc, si on arrive à créer ça, alors là, je peux vous garantir que ce sera très différent. Je vais vous donner un exemple, la SNCF. On peut discuter, critiquer ou autre. Il n'y a pas une démarche, il y a plein de démarches différentes. J'ai été étonné en bien de ce que j'ai vu à la maintenance dans le nord-est en Alsace, des technicentres. C'est impressionnant le pourquoi qu'ils ont. Allez les voir si vous voulez. Alors, à l'IFCO, vous êtes les bienvenus. Prenez contact avec Eric, avec Mathieu, qui sont à l'IFCO. On peut vous ouvrir nos portes avec plaisir. C'est une organisation à but non lucratif. Notre passion, c'est de vous transmettre et de partager avec vous tout ce qu'on partage. Et il n'y a pas de démarche pareille. Parce que justement, ça part des gens, ça part du pourquoi des gens. Moi, quand on me dit « François, l'AIC, il est bien ou pas ?» je dis « Je sais pas. »
j'ai pas d'avis, je vais voir comment ça se passe. Et là, je dis, est-ce qu'il y a vraiment un pourquoi? Est-ce qu'il y a un vrai petit prince qui parle à un renard ou pas? Et on voit ce que ça donne. Vous parlez de l'engagement des décideurs et dirigeants. Donc c'est un peu comme tout engagement, l'amour aussi, et des déclarations et des preuves. Donc Oui. comment on peut faire pour faire des preuves et pas n'être que dans le discours? Parce qu'on peut toujours faire le Tout à discours. fait. Et donc quelle exemplarité doit avoir le top management pour justement faire ça? Alors pour répondre à ça, je vais dire, il n'y a pas une voie. Déjà, le travail, en fait, ce que je constate, et ce n'est pas une généralité, ce que je constate dans la plupart des dirigeants, des comités de direction, c'est que ça percute à un très haut niveau, ça va très vite, parce qu'on parle avec des actionnaires qui veulent de la finance. Je mets souvent une représentation qui est à très haut niveau, on parle des dollars, on parle des euros. Au niveau intermédiaire, on parle des ratios, de la productivité, combien on gagne, et au niveau du terrain, on parle des volumes, du nombre de rames, du nombre de voyageurs, etc. Et il faut concilier ces trois mondes. Donc le rôle d'un dirigeant, la difficulté qu'il va avoir, et la difficulté qu'ont les dirigeants, je regarde, c'est qu'eux, ils percutent généralement très vite, et ils ne comprennent pas pourquoi leur N-1, que ce soit au top niveau ou au niveau d'en dessous, n'arrive pas à percuter à la même dimension. Et il y a un vrai travail, l'exemple de Margaret Smith, le problème n'était que là, c'est mais pourquoi ils ne comprennent pas, pourquoi ça ne va pas vite? Donc il y a un travail à faire de développer cette confiance, verticale mais aussi horizontale entre les équipes. Et ce travail, il parle par, mon pourquoi il est là. Et c'est quoi notre pourquoi? Un vrai travail, c'est pas que du team building, hein. Moi, je ne crois pas que le team building marche. J'ai la double compétence coach-conseil, et je suis convaincu que le conseil tout seul ne marche pas. On a vu les résultats, les 2% qui marchent. Le coaching, c'est pareil. Vous avez beau faire un team building par an, si ce n'est pas ancré sur le terrain, ça ne sert à rien. Ce que je démontre dans cette page, c'est que les deux combinés marchent. Comme notre physiologie du cerveau. Si vous faites à la fois de se remettre en cause, de parler des valeurs, comme l'exemple de Maghreb Steel l'avait montré, et vous savez quoi, quand j'ai vu l'exemple de Maghreb Steel, je me suis dit, mais c'est ce que j'ai vécu chez General Electric, quand je suis arrivé en 99. Quand je suis arrivé chez General Electric, le processus de recrutement était selon les valeurs. Vraiment, il vous pose des questions comportementales qui est, est-ce que dans le passé, tu as démontré telle valeur? C'est ça la question qu'il pose. Donc il filtre les gens. Les processus d'évaluation étaient selon les valeurs. Je ne peux pas évaluer aujourd'hui, j'y suis plus. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, cette entreprise valide qu'il y a une orientation, une envie, un engagement, et c'est ancré dans leur processus. Alors évidemment, ils ont mis du temps pour y arriver, mais concrètement, dans nos instances de décision, dans nos copiles, dans nos codires, dans nos échanges en face à face, comment est-ce que ces valeurs qui sont importantes pour nous, on peut un peu plus les partager, et comment est-ce qu'on peut mesurer notre quoi, nos comportements tous les jours ou toutes les semaines par rapport à ça. Par exemple, une de vos valeurs, c'est le partage. Donc ça va être une valeur que vous avez identifiée, qui est dans votre équipe, qui ne sera pas la même que l'autre équipe. Parce que la science des valeurs démontre qu'on a tous des valeurs différentes, mais qu'on est capable de les relier si on y met de l'énergie les uns avec les autres. Donc quand on se dit notre valeur c'est le partage, et que toutes les semaines on va mesurer dans notre AIC comment est-ce qu'on a fait le partage? Le partage, est-ce que tout le monde s'est exprimé, par exemple, et on va mesurer. Est-ce que les leçons ponctuelles ou les standards, on les a partagés ou pas? Là, on va être capable de relier le quoi au pourquoi quotidiennement. Voilà un exemple de réponse. Mais typiquement, quand je vois le mot de la présidente, je sens que cette énergie est possible. D'autres questions? Merci à vous, bienvenue à l'IFSO quand vous voulez. J'ai été honoré d'intervenir et je vous souhaite bien le meilleur. À très bientôt.